Ensanglantée et le ventre distendu par ses petits à naître, la femelle lynx roux frappait aux portes de l'hôpital avec une détermination qui glaça le sang d'Émilie. Dans ce regard doré qui suppliait contre toute logique sauvage, se jouait déjà le miracle qui allait bouleverser leurs deux mondes. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. La pluie battante s'abattait sur la petite ville de Saint-Laurent-du-Bois, transformant les rues en rivières et les forêts environnantes en bourbiers. Cette nuit de novembre, plus froide que jamais, était de celles où hommes et bêtes cherchaient refuge. Pourtant, une silhouette se déplaçait avec difficulté le long de la route nationale, son corps massif mais agile, luttant contre les éléments déchaînés. Luna, une magnifique femelle lynx roux de 6 ans, n'avait jamais autant souffert. Son ventre distendu témoignait d'une grossesse avancée, mais quelque chose n'allait pas. La douleur qui lui déchirait les flancs n'était pas celle, naturelle, de l'enfantement. C'était une douleur aiguë, perçante, qui lui arrachait des gémissements à chaque pas. Elle, qui d'ordinaire se déplaçait comme une ombre dans les sous-bois, se traînait maintenant sur l'asphalte mouillé, guidée par un instinct plus puissant que sa méfiance naturelle envers les hommes. À 3 kilomètres de là, l'hôpital rural de Saint-Laurent-du-Bois se préparait à une nuit tranquille. Les urgences étaient calmes, chose rare pour un vendredi soir. Le docteur Émilie Beaumont, vétérinaire de formation reconverti en médecin urgentiste, profitait de cette accalmie pour ranger son bureau. À 35 ans, cette femme aux longs cheveux châtains et au regard déterminé avait l'habitude des situations inattendues, mais rien ne l'avait préparée à ce qui allait suivre. « Docteur Beaumont, vous devriez venir voir ça », appela Sophie, l'infirmière de garde, depuis l'entrée des urgences. Sa voix trahissait un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Émilie soupira, replaça une mèche de cheveux derrière son oreille et se dirigea vers l'entrée. Si c'est encore des adolescents qui veulent des certificats médicaux pour éviter le cours de sport de lundi, je te jure que... Les mots moururent sur ses lèvres. Là, de l'autre côté des portes vitrées automatiques, se tenait une créature que la médecin n'aurait jamais imaginé voir en ces lieux. Un lynx roux, trempé jusqu'aux os, ses pattes avant appuyées contre la vitre comme dans une supplication muette, ses yeux dorés, emplis de douleur et d'une intelligence presque humaine, semblaient implorer leur aide. « Mon Dieu !» murmura Émilie, figée sur place. « C'est un lynx, et il a l'air enceinte », termina Sophie, tout aussi stupéfaite. « C'est une femelle, et elle est visiblement sur le point de mettre bas. » Le personnel médical présent s'était rassemblé derrière elle, observant avec un mélange de crainte et de fascination ce spectacle surréaliste. Dans le faisceau des phares d'une ambulance qui venait d'arriver, la silhouette du félin se détachait, dramatique et désespérée. « On ne peut pas la laisser entrer », dit Marc, l'agent de sécurité déjà prêt à appeler les services animaliers. « C'est un animal sauvage, potentiellement dangereux. » Émilie ne répondait pas, son regard verrouillé dans celui du lynx. Quelque chose dans ses yeux dorés l'appelait, réveillant ses connaissances vétérinaires longtemps mises de côté. Elle voyait la souffrance, mais aussi une détermination farouche. Ce n'était pas un hasard si cette créature sauvage avait choisi leur hôpital. Elle était venue chercher de l'aide, avec une conscience qui défiait toute explication rationnelle. « Elle est blessée », constata Émilie, remarquant pour la première fois la tache sombre qui maculait le flanc droit de l'animal. « Ce n'est pas seulement la grossesse, elle a une blessure, peut-être une balle de chasseur. » La pluie redoublait d'intensité, transformant le parking en lac miniature. La foudre déchira le ciel, illuminant brièvement la scène comme un flash photographique. Le lynx tressaillit, mais ne bougea pas de sa position, ses griffes crissant légèrement contre la vitre. « Émilie, tu ne penses quand même pas... » commença Sophie, voyant son amie retirer sa blouse blanche. « Si on ne fait rien, elle va mourir ici,
devant notre porte, coupa Émilie avec détermination. Et ses petits avec elle. Mais c'est un animal sauvage. Nous sommes un hôpital pour humains, pas une clinique vétérinaire, protesta Marc. Émilie se tourna vers ses collègues, son regard brillant d'une résolution inébranlable. Avant d'être médecin, j'étais vétérinaire. Cette créature est venue jusqu'ici, traversant probablement des kilomètres de forêts et de zones habitées, risquant sa vie. Elle a choisi notre hôpital. Elle nous a choisis. Un silence tomba sur le groupe, uniquement interrompu par le crépitement de la pluie et le faible gémissement du lynx qui, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui, redoubla d'efforts pour communiquer sa détresse. « Docteur Leroy est encore là-haut », murmura une jeune interne. « Il a été garde forestier avant ses études de médecine. Il pourrait peut-être nous aider ?» Émilie hocha la tête. « Appelez-le et préparez la salle d'examen 3. Sophie, trouve-moi des gants épais et une couverture de survie. Marc, je vais avoir besoin de ton aide pour la faire entrer sans qu'elle panique. » L'équipe se dispersa rapidement, mue par l'urgence de la situation et par la conviction grandissante que ce qui se passait dépassait le cadre habituel de leur travail. C'était quelque chose d'extraordinaire, presque mystique. Émilie s'approcha lentement des portes automatiques, le cœur battant. Elle n'avait pas manipulé d'animal sauvage depuis ses années à l'école vétérinaire, et jamais un prédateur de cette taille. Pourtant, elle savait qu'elle devait agir. « Je vais t'aider », murmura-t-elle, sachant pertinemment que l'animal ne pouvait pas comprendre ses paroles, mais espérant que son ton apaisant transmettrait son intention. « Mais tu dois me faire confiance. » Les portes s'ouvrirent avec un chuintement, laissant entrer une bourrasque d'air glacé et de pluie. Le lynx recula légèrement, méfiant, mais ne s'enfuit pas. Son regard restait fixé sur Émilie, comme s'il évaluait ses intentions. Le docteur Alexandre Leroy arriva en courant, sa grande silhouette se découpant dans le couloir. À 50 ans, cet homme aux cheveux poivre et sel gardait l'allure robuste de ses années passées dans les forêts du Jura. « Bon Dieu !» souffla-t-il en apercevant le lynx. « C'est bien une femelle lynx roux, et elle est en travail. »« Elle est aussi blessée, » indiqua Émilie. « Regarde son flanc droit. » Alexandre plissa les yeux. « Une blessure par balle, probablement. Les braconniers sont actifs en cette saison. » Il se tourna vers Émilie. « Tu sais que ce que nous nous apprêtons à faire est totalement contraire au protocole. » Émilie acquiesça. « Je sais aussi que si nous ne faisons rien, elle et ses petits vont mourir. » Un sourire inattendu éclaira le visage d'Alexandre. « Je n'ai pas dit que nous ne devrions pas le faire. J'ai toujours préféré demander pardon plutôt que permission. » Ensemble, ils élaborèrent rapidement un plan. Marc et 2 brancardiers se positionnèrent avec des couvertures épaisses pour créer un couloir de sécurité. Sophie revint avec des gants de protection et une cage de transport empruntée au vétérinaire dont le cabinet jouxtait l'hôpital. « On va y aller doucement », expliqua Alexandre. « Ces animaux sont extrêmement sensibles au stress, ce qui pourrait précipiter une mise bas difficile. Émilie, tu te places devant moi. » Elle semble t'avoir acceptée comme interlocutrice. Émilie s'avança lentement vers le lynx, une couverture de survie dépliée dans ses mains. La pluie ruisselait sur son visage, mais elle ne s'en souciait guère. Tout son être était concentré sur le félin blessé, qui la regardait approcher avec un mélange de méfiance et d'espoir. « Tout va bien », murmura-t-elle d'une voix douce et régulière. « Nous allons t'aider, toi et tes petits. » Le lynx émit un son à mi-chemin entre le feulement et le gémissement. Son flanc tressaillait sous l'effet des contractions qui devenaient de plus en plus rapprochées. La blessure par balle, bien que n'ayant pas touché d'organe vital, avait probablement déclenché le travail prématurément. Dans un moment qui sembla suspendu dans le temps, Émilie se retrouva à genoux sur le sol mouillé, à moins d'1 mètre du prédateur sauvage.
Leurs regards se croisèrent à nouveau et quelque chose passa entre eux, une compréhension qui transcendait les barrières des espèces. Avec une délicatesse infinie, Émilie déploya la couverture. Le lynx, dans un acte de confiance qui stupéfia tous les témoins, s'avança et se laissa envelopper, trop épuisé et souffrant pour opposer une résistance. « Je la tiens », annonça Émilie, son cœur battant à tout rompre, alors qu'elle sentait la chaleur du corps puissant à travers la couverture. « Vite, à l'intérieur !» Alexandre et Marc s'approchèrent prudemment, aidant Émilie à soulever le précieux fardeau. Le lynx pesait près de 20 kilos, son corps musclé rendu plus lourd encore par sa grossesse et son pelage trempé. Ensemble, ils transportèrent l'animal à l'intérieur de l'hôpital, sous les regards ébahis du personnel et des rares patients présents à cette heure tardive. Les portes de la salle d'examen 3 se refermèrent sur ce groupe improbable, isolant momentanément cette scène extraordinaire du monde extérieur. « Bon », exhala Alexandre en aidant à installer le lynx sur la table d'examen recouverte de draps stériles. « Maintenant, le vrai travail commence. » Vrai. La salle d'examen 3, habituellement réservée aux sutures et aux petites interventions, s'était transformée en clinique vétérinaire improvisée. L'odeur âcre du désinfectant se mêlait à celle, musquée et sauvage, du lynx. Sous les néons crus, la réalité de la situation frappait maintenant toute l'équipe de plein fouet. Ils avaient fait entrer un prédateur sauvage dans leur hôpital. « Il faut la sédater », dit Alexandre, observant le lynx qui, bien que calme pour l'instant, restait un animal imprévisible. « Je dois examiner cette blessure et nous ne pouvons pas risquer qu'elle panique. » Émilie secouait déjà la tête. « Pas de sédation lourde. Elle est en travail. Et les anesthésiques pourraient compromettre la viabilité des petits. » Le lynx, toujours enveloppé dans la couverture thermique, n'avait pas quitté Émilie des yeux. Sa respiration était rapide, superficielle, signe de douleur et de stress. Mais elle ne montrait aucun signe d'agressivité, comme si elle comprenait que ces humains représentaient son seul espoir. « On pourrait utiliser une dose minimale de kétamine », suggéra Sophie qui parcourait frénétiquement sur sa tablette un manuel de médecine vétérinaire d'urgence qu'elle venait de télécharger. Juste assez pour atténuer la douleur sans endormir complètement l'animal. Alexandre approuva. « Je connais le dosage. J'ai assisté à des opérations de marquage de lynx dans le Jura. Pendant qu'il préparait la seringue avec une minutie extrême, Émilie entreprit d'examiner le lynx aussi délicatement que possible. Ses gestes étaient lents, mesurés, accompagnés d'un murmure continu de paroles apaisantes. « Tu es la plus courageuse, Luna », chuchota-t-elle, le prénom surgissant spontanément. « C'est comme ça que je vais t'appeler, Luna, la lune qui guide dans la nuit. » Le lynx émit un faible ronronnement, son du confort surprenant chez ce félin sauvage. « La blessure semble relativement propre », annonça Émilie après avoir soigneusement écarté le pelage autour de l'impact. La balle a traversé la couche musculaire du flanc sans toucher d'organes. Elle a eu une chance inouïe. « Ou un instinct de survie remarquable », nota Alexandre en s'approchant avec la seringue préparée. « Ces animaux ont une capacité d'adaptation qui dépasse l'entendement. Tiens-la bien, je vais faire l'injection intramusculaire. » Émilie maintint fermement mais doucement la tête du lynx, lui murmurant des paroles rassurantes tandis qu'Alexandre administrait la kétamine avec la précision d'un tireur d'élite. Le félin tressaillit à peine, ses yeux dorés toujours fixés sur Émilie comme une ancre dans la tempête. « La voilà qui se détend », observa Sophie quelques minutes plus tard, alors que la respiration du lynx devenait plus profonde et régulière. « Mais elle reste consciente. »« Parfait », approuva Émilie. « Maintenant nettoyons et suturons cette plaie avant que les contractions ne s'intensifient. » Avec une coordination silencieuse, née de l'habitude de travailler ensemble dans des situations d'urgence, l'équipe s'attela à la tâche. Alexandre nettoyait méticuleusement la blessure, Sophie préparait les instruments de suture,
et Émilie surveillait constamment les signes vitaux de l'animal. Le cœur bat vite, mais régulièrement, nota-t-elle. Et regardez ses contractions abdominales, elle se rapproche. À cet instant, la porte de la salle s'ouvrit brusquement, laissant entrer le directeur de l'hôpital, le docteur Philippe Moreau, un homme dans la cinquantaine au visage habituellement impassible, mais qui affichait maintenant une expression oscillant entre l'incrédulité et la fureur. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» explosa-t-il. « On m'appelle chez moi pour me dire que vous avez fait entrer un animal sauvage dans mon hôpital. Avez-vous perdu l'esprit ?» Émilie se redressa, mais ne quitta pas le côté du lynx. « C'est une urgence, Philippe. Cette femelle lynx est blessée par balle et sur le point de mettre bas. Elle serait morte sur notre perron si nous n'étions pas intervenus. Nous sommes un hôpital pour êtres humains, pas un refuge pour la faune sauvage, » s'écria-t-il. « Je devrais tous vous suspendre sur le champ. » Alexandre, qui terminait de suturer la plaie avec un fil résorbable, ne leva même pas les yeux. « Faites donc, Philippe. Mais attendez au moins que nous ayons sauvé cette mère et ses petits. Ensuite, vous pourrez sacrifier nos carrières sur l'autel de la bureaucratie avec ma bénédiction. » Le ton calme, mais ferme du vieux médecin sembla désamorcer quelque peu la colère du directeur. Celui-ci s'approcha avec précaution, observant pour la première fois vraiment l'animal allongé sur la table. « C'est un spécimen magnifique, » admit-il à contre-cœur. « Mais les conséquences pourraient être désastreuses. Si elle blesse quelqu'un, si elle panique... » « Elle ne paniquera pas, » affirma Émilie avec une certitude qui la surprenait elle-même. « Elle nous fait confiance. » Comme pour confirmer ses paroles, Luna émit un nouveau ronronnement, son regard toujours fixé sur Émilie malgré l'effet légèrement sédatif de la kétamine. Philippe soupira profondément. « Vous avez 1 heure, pas 1 minute de plus. Ensuite, j'appelle l'Office français de la biodiversité pour qu'ils viennent la récupérer. Et croyez-moi, nous aurons une longue discussion sur le respect des protocoles demain matin. » Il quitta la salle aussi brusquement qu'il était entré, laissant derrière lui un silence pesant que Sophie brisa la première. 1 heure. Comment peut-il penser que nous allons régler tout ça en 1 heure? On fera avec, trancha Émilie, retournant immédiatement à son patient. Alexandre, la plaie? Suturée et désinfectée. La balle a traversé net sans fragmenter. C'est presque miraculeux. Alors maintenant, nous nous concentrons sur la mise bas, déclara Émilie. Sophie, nous aurons besoin de serviettes chaudes, d'eau tiède et si possible, trouve-moi un stéthoscope fœtal. Il faut que j'écoute les battements de cœur des petits. Tandis que Sophie s'affairait, Luna commença à s'agiter, ses pattes arrière pétrissant l'air, signe que les contractions s'intensifiaient. Émilie plaça une main douce sur le ventre distendu du félin, sentant sous ses doigts les mouvements des petits vies qui luttaient pour venir au monde. « Combien en attendons-nous » demanda Alexandre, préparant un plateau pour recevoir les nouveau-nés. « Les lynx ont généralement entre 2 et 4 petits, » répondit Émilie, se remémorant ses cours de reproduction des félidés. « Mais étant donné la taille de son ventre, je parierais sur 3 au moins. » Luna émit soudain un miaulement plus puissant, presque un cri, et son corps se tendit sous l'effet d'une contraction particulièrement forte. « Ça commence, » annonça Émilie. Alexandre maintient ses épaules. Sophie, prépare-toi à recevoir le premier petit. Les minutes qui suivirent se déroulèrent dans une tension palpable. Luna, malgré la douleur et l'environnement inconnu, semblait coopérer instinctivement avec les humains qui l'assistaient. Ses yeux, bien que voilés par l'effort, restaient fixés sur Émilie comme si elle puisait sa force dans ce contact visuel. « Je vois la tête du premier », annonça Sophie, positionnée à l'arrière de l'animal. « Il arrive !» Dans un dernier effort, Luna expulsa un petit paquet humide enveloppé dans sa membrane amniotique. Sophie le récupéra délicatement et le plaça sur une serviette chaude, déchirant rapidement la membrane pour permettre au chaton de respirer. Un mâle.
annonça-t-elle en frottant doucement le minuscule corps pour stimuler sa respiration. Il est vivant. Un faible miaulement confirma son diagnostic, arrachant un sourire de soulagement à toute l'équipe. Le chaton, pas plus grand qu'une souris, avait le pelage mouillé plaqué contre son corps frêle, mais ses petites pattes s'agitaient déjà vigoureusement. Luna tourna légèrement la tête, cherchant à voir son petit. Émilie, comprenant son besoin, fit signe à Sophie de placer le nouveau-né près de la tête de la mère. Le lynx lécha immédiatement son petit, un comportement maternel instinctif qui semblait transcender le stress et la douleur. Le deuxième arrive, prévint Alexandre, observant une nouvelle contraction déformer l'abdomen de Luna. Le processus se répéta, plus rapidement cette fois. Un deuxième chaton, légèrement plus petit que le premier, rejoignit son frère dans le monde. Une femelle cette fois, avec une petite tache blanche sur le front qui la distinguerait plus tard. « Elle est parfaite », murmura Émilie, aidant Luna à nettoyer le deuxième chaton. « 2 sur la portée. Tu t'en sors merveilleusement bien, Luna. » Mais la mère lynx n'en avait pas terminé. Une troisième contraction, plus intense encore, secoua son corps épuisé. « Le troisième est mal positionné », constata Alexandre avec inquiétude, sentant sous ses doigts expérimentés que quelque chose n'allait pas. « Il est en siège. » Émilie échangea un regard préoccupé avec lui. Une naissance en siège était dangereuse, même pour les humains, pour un animal sauvage déjà affaibli par une blessure. « Il faut l'aider », décida-t-elle. « Luna, je vais devoir intervenir. Fais-moi confiance encore un peu. » Comme si elle comprenait parfaitement les paroles d'Émilie, Luna resta immobile, sa respiration laborieuse seule indication de sa souffrance. Avec des gestes d'une précision chirurgicale, Émilie introduisit ses mains gantées pour guider le chaton. La manœuvre était délicate. Trop de force pourrait blesser la mère ou le petit. Trop peu ne résoudrait pas le problème. « Je le sens », murmura-t-elle, concentrée au point d'en oublier le monde extérieur. « Il est vivant, il bouge. Luna, à la prochaine contraction, pousse de toutes tes forces. » L'horloge murale indiquait que 35 minutes s'étaient écoulées depuis l'ultimatum du directeur. Le temps pressait, mais dans cette bulle de concentration intense, seule comptait la lutte pour la vie qui se jouait sous leurs yeux. Une contraction puissante secoua le corps de Luna, comme si toutes ses forces se rassemblaient pour ce moment crucial. Émilie sentit le petit corps glisser légèrement sous ses doigts. « C'est ça, Luna, continue », encouragea-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je le sens bouger, il lutte aussi. » Alexandre surveillait attentivement les signes vitaux de la mère lynx. Son cœur s'accélère. Elle s'épuise. « Encore un effort », insista Émilie, manipulant avec une délicatesse extrême pour aider le chaton à se repositionner. « Je sens ses pattes maintenant. À la prochaine contraction, il devrait venir. » Sophie maintenait les 2 premiers chatons au chaud, les frottant doucement pour stimuler leur circulation. Les minuscules créatures avaient déjà commencé à téter l'air de leurs petites bouches roses, cherchant instinctivement leur mère. « Ils ont l'air en pleine forme », annonça-t-elle. « Étonnamment vigoureux pour des prématurés. » Luna émit un son rauque, presque un rugissement, le cri d'une mère déterminée à sauver son petit. Dans un effort qui semblait mobiliser chaque fibre de son être, elle poussa une dernière fois. Émilie sentit le chaton glisser, puis soudain, il était là, dans ses mains, plus petit encore que les 2 premiers. « Il est vivant !» s'écria-t-elle, son professionnalisme cédant momentanément à l'émotion pure. Un autre mâle. Le minuscule chaton semblait effectivement bien fragile, mais dès que Sophie commença à le frictionner, il émit un miaulement ténu mais déterminé qui arracha un sourire à toute l'équipe. « Un vrai battant », commenta Alexandre, appliquant une pommade antibiotique sur la plaie suturée de Luna. Comme sa mère,
Luna, épuisée mais visiblement soulagée, s'était légèrement détendue sur la table d'examen. Émilie rapprocha les 3 chatons de son ventre pour qu'ils puissent commencer à téter, un geste crucial pour leur survie mais aussi pour la santé de la mère. Elle a besoin de sentir ses petits, ça l'aidera à expulser le placenta et à déclencher la production de lait, expliqua-t-elle. Tout semblait enfin s'apaiser quand Luna se raidit à nouveau, son corps parcouru d'un spasme violent. « Ce n'est pas normal », s'inquiéta Alexandre. « Les placentas ne devraient pas causer autant de douleur. » Émilie, alarmée, palpa délicatement l'abdomen du lynx. Son visage se figea dans une expression d'incrédulité. « Il y en a un 4e, murmura-t-elle. « Je sens un 4e chaton. » 4 ? Sophie paraissait stupéfaite. « C'est exceptionnel pour un lynx roux, surtout pour une première portée. Et potentiellement dangereux, » ajouta Alexandre, l'inquiétude creusant son front. Elle est épuisée. Et nous avons déjà utilisé la dose maximale de kétamine sans risque. Luna laissa échapper un miaulement plaintif, ses yeux cherchant à nouveau ceux d'Émilie dans une supplique muette. Le lien inexplicable qui s'était formé entre la femme et l'animal sauvage semblait s'intensifier à chaque minute. « Elle va y arriver », affirma Émilie avec une conviction qui surprit ses collègues. Elle n'a pas traversé tout ça pour abandonner maintenant. L'horloge indiquait qu'il ne leur restait que 15 minutes avant l'ultimatum du directeur. La tension dans la pièce était palpable. Le temps, l'épuisement de Luna, l'incertitude quant au dernier chaton, tout convergeait vers un moment de vérité. « Je reste avec elle quoi qu'il arrive », déclara Émilie, préparant déjà des serviettes propres. « Même si je dois affronter toute l'administration de l'hôpital. » Alexandre posa une main sur son épaule. « Nous restons tous, Émilie. Certaines choses transcendent les règlements. » Le 4e chaton, contrairement au 3e, semblait déterminé à venir au monde sans complications. Luna rassembla ses forces pour une ultime série de contractions, chacune rapprochant le petit de la vie. « Je vois la tête », annonça Sophie. « Il vient tout seul. » Dans un dernier effort héroïque, Luna expulsa son 4e et dernier chaton, une minuscule femelle au pelage plus clair que ses frères et sœurs, presque dorée sous la lumière des néons. « Elle est magnifique », souffla Émilie en la recueillant délicatement. « Une vraie guerrière comme sa mère. » La petite femelle, contre toute attente, semblait la plus vigoureuse de la portée. À peine nettoyée, elle émit un miaulement étonnamment puissant pour sa taille, comme pour annoncer triomphalement son arrivée dans le monde. Luna lécha immédiatement sa dernière née, puis les 3 autres, dans un rituel maternel aussi vieux que la vie elle-même. Les 4 chatons, guidés par leur instinct, trouvèrent rapidement leur chemin vers les mamelles de leur mère et commencèrent à téter avec avidité. Un silence presque sacré enveloppa la salle d'examen. Les 3 humains contemplaient cette scène primordiale avec un mélange d'émerveillement et de respect. Ils venaient d'assister à un miracle, pas seulement celui de la naissance, mais celui de la confiance absolue d'un animal sauvage envers des êtres qu'il aurait dû fuir. « Nous avons besoin d'une couveuse pour les petits », dit finalement Alexandre, rompant le charme. « Ils sont légèrement prématurés et l'environnement hospitalier n'est pas idéal. » Sophie se redressa. « Je connais quelqu'un au service pédiatrique qui pourrait nous prêter une couveuse portable. Je reviens. » Elle quitta la pièce au moment même où la porte s'ouvrait pour laisser entrer à nouveau le directeur Moreau, accompagné cette fois d'un homme en uniforme, Martin Lavigne, garde de l'Office français de la biodiversité. « Votre temps est écoulé », annonça froidement Moreau. « Monsieur Lavigne va prendre en charge l'animal. » Le garde, un homme trapu à la barbe rousse et au regard intelligent, s'avança pour examiner la situation. Son expression passa rapidement de la curiosité professionnelle à l'étonnement sincère. « 4 chatons » s'exclama-t-il, « c'est exceptionnel pour un lynx roux. »« Ils viennent de naître », expliqua Émilie, se plaçant instinctivement entre les nouveaux arrivants et Luna. « La mère a été blessée par balle,
probablement par des braconniers. Elle a réussi à venir jusqu'ici, jusqu'à nous. » Martin Lavigne observa attentivement la scène. La mer épuisée, les 4 minuscules chatons, l'équipe médicale protectrice, et son visage s'adoucit. « Vous savez que selon la loi, je devrais les transférer immédiatement à un centre spécialisé, » commença-t-il. « Ils ne survivraient pas au transport, » coupa Alexandre. « Pas dans cet état, pas maintenant. » Le garde acquiesça lentement. « Je le sais bien. C'est pourquoi je vais proposer une solution alternative. » Il se tourna vers le directeur Moreau, dont le visage exprimait toujours une désapprobation marquée. « Monsieur le directeur, ces animaux représentent une espèce protégée et vulnérable. Leur état nécessite des soins constants pendant au moins 48 heures avant d'envisager un transport sécurisé. Vous suggérez que nous transformions mon hôpital en clinique vétérinaire pendant 2 jours ?» s'indigna Moreau. « Je suggère, » répondit calmement le garde, « que nous respections la mission de votre établissement, sauver des vies, tout en nous conformant à mon obligation de protéger la faune sauvage. Ces animaux resteraient sous ma responsabilité administrative, mais sous les soins de votre équipe qui a déjà prouvé sa compétence. » Un conflit intérieur visible se jouait sur le visage du directeur. « Et après ces 48 heures, nous les transférerons au centre de conservation des félins sauvages de Saint-Martin-la-Plaine. Il dispose d'installations spécialisées pour les mères lynx et leurs petits. » Émilie, qui avait écouté cet échange avec une anxiété grandissante, intervint. « Je veux les accompagner. Je suis vétérinaire de formation et Luna me fait confiance. » Le nom donné au lynx sembla surprendre le garde, mais il sourit légèrement. « Luna ? Un nom approprié pour une créature nocturne aussi mystérieuse. »« C'est ridicule !» protesta faiblement Moreau, mais son ton trahissait déjà sa capitulation. « Vous ne pouvez pas abandonner votre poste ici pour suivre un animal sauvage. »« J'ai 3 semaines de congé accumulés, » répliqua Émilie sans hésitation. « Je peux partir dès demain. » Le garde échangea un regard avec Alexandre qui hocha imperceptiblement la tête. Ce serait effectivement bénéfique d'avoir quelqu'un que la mère a appris à accepter. La transition serait moins stressante. À cet instant, Sophie revint avec une couveuse pédiatrique portable et s'arrêta net en découvrant les nouveaux venus. La tension dans la pièce était palpable. « J'ai trouvé ce qu'il nous fallait, » dit-elle timidement. Martin Lavigne examina l'appareil et approuva d'un signe de tête. « Parfait. Nous en aurons besoin pour maintenir les chatons au chaud pendant les vérifications médicales. » Il se tourna vers le directeur. « Monsieur Moreau, je vais préparer la paperasse nécessaire. Ces animaux resteront ici 48 heures sous surveillance médicale, puis seront transférés au centre spécialisé. Le docteur Beaumont les accompagnera en tant que consultante médicale temporaire de l'OFB. Est-ce acceptable pour vous ? » Coincé entre son respect des règlements et l'autorité du représentant de l'État, Moreau finit par céder. « Très bien. Mais je veux un rapport détaillé de chaque intervention, et ces animaux doivent rester confinés à cette salle. » Il quitta la pièce, visiblement mécontent mais vaincu par les circonstances et l'alliance inattendue entre son équipe et le garde forestier. Dès qu'il fut parti, l'atmosphère se détendit considérablement. Martin Lavigne s'approcha enfin pour examiner de près Luna et ses petits, gardant une distance respectueuse. « C'est vraiment extraordinaire », murmura-t-il. « En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu un lynx chercher volontairement l'aide des humains de cette façon. »« Elle est spéciale », affirma Émilie, caressant doucement la tête de Luna, qui, étonnamment, se laissait faire, ses yeux mi-clos de fatigue, mais toujours vigilant. Elle savait exactement ce qu'elle faisait en venant ici. « Les animaux sauvages nous surprennent toujours », acquiesça le garde. « Ils sont bien plus intelligents et sensibles que nous ne voulons souvent l'admettre. » Alexandre commença à préparer une solution d'hydratation pour Luna, tandis que Sophie installait la couveuse à proximité immédiate de la mer. « Les 48 prochaines heures seront cruciales, » expliqua Alexandre.
La mère a perdu beaucoup de sang à cause de sa blessure et les chatons sont légèrement prématurés. Je resterai cette nuit, décida Émilie. Je veux surveiller leur état, heure par heure. Personne ne contesta sa décision. Le lien qui s'était formé entre elle et Luna dépassait l'entendement rationnel, mais tous dans cette pièce pouvaient en observer les effets. La femelle lynx, créature farouche et solitaire par nature, acceptait sa présence avec une confiance qui défiait toutes les théories sur le comportement animal. Tandis que la nuit s'installait sur l'hôpital rural de Saint-Laurent-du-Bois, une veille extraordinaire commençait dans la salle d'examen 3, transformée en nurserie improbable. Dans le couloir, les rumeurs circulaient déjà, attirant la curiosité discrète du personnel, infirmières, aides-soignants, médecins, qui trouvaient toutes sortes de prétextes pour passer devant la porte et, peut-être, entrevoir ce miracle dont tous parlaient à mi-voix, un lynx sauvage qui avait choisi de faire confiance aux humains dans son moment de plus grande vulnérabilité. La nuit s'étirait lentement dans la salle d'examen reconvertie. Le silence n'était rompu que par le ronronnement discret de la couveuse et la respiration rythmée de Luna. Assise sur un tabouret à roulettes, Émilie consultait régulièrement ses notes improvisées, y consignant chaque observation avec la rigueur scientifique qui ne l'avait jamais quittée depuis ses études vétérinaires. Alexandre était parti se reposer quelques heures, promettant de revenir à l'aube. Sophie avait été relevée par Mathilde, une jeune infirmière de nuit qui, loin d'être contrariée par cette mission inhabituelle, semblait enchantée de participer à cette aventure extraordinaire. « Comment va notre maman Lynx ?» chuchota Mathilde en entrant dans la pièce avec un thermos de café et quelques sandwichs subtilisés à la cafétéria. « Elle se repose, enfin », répondit Émilie à voix basse, acceptant avec gratitude le café. Sa température est revenue à la normale et les saignements post-partum sont minimes. Elle est étonnamment résistante. « Et les bébés ?» Émilie sourit, indiquant la couveuse où les 4 chatons dormaient blottis les uns contre les autres. Ils sont stables. Le 3e, celui qui était mal positionné, m'inquiète un peu. Sa respiration est légèrement irrégulière, mais il est combatif. Mathilde s'approcha sur la pointe des pieds pour observer les minuscules créatures. Ils sont si petits, on dirait des jouets en peluche. Des jouets qui pourraient un jour peser 15 kilos et chasser le chevreuil, rappela Émilie avec un léger rire, quoique dans l'immédiat, ils sont effectivement adorables. Luna ouvrit un œil à ce moment, alertée par les voix humaines. Son regard doré balaya rapidement la pièce, avant de se poser sur ses petits dans la couveuse, puis sur Émilie. Rassurée, elle referma l'œil, se permettant de sombrer à nouveau dans un sommeil réparateur. « C'est incroyable cette confiance qu'elle te fait », murmura Mathilde, impressionnée. « On dirait qu'elle te considère comme, je ne sais pas, une gardienne ?» Émilie haussa les épaules, ne sachant comment expliquer ce phénomène qui la dépassait elle-même. Les animaux sentent des choses que nous ne comprenons pas. Peut-être qu'elle a perçu ma formation vétérinaire ou simplement ma volonté de l'aider. Mais au fond d'elle-même, Émilie savait que c'était plus que cela. Il s'était produit quelque chose d'inexplicable au moment où leurs regards s'étaient croisés à travers la vitre de l'hôpital. Une reconnaissance mutuelle, une connexion qui transcendait les barrières des espèces. La nuit avançait, et Mathilde dut retourner à ses autres obligations, laissant Émilie seule avec Luna et ses petits. Dans ce calme feutré, la médecin se permit de réfléchir à la tournure inattendue qu'avait prise sa vie en l'espace de quelques heures. Demain, elle prendrait un congé imprévu pour accompagner un lynx sauvage et ses chatons dans un centre spécialisé. C'était absurde, irrationnel même, et pourtant, cela semblait être la chose la plus naturelle au monde. Vers 3 heures du matin, le 3e chaton commença à montrer des signes de détresse. Sa respiration devint plus laborieuse, et son petit corps frémissait d'effort. Émilie l'extirpa délicatement de la couveuse pour l'examiner sous la lampe. « Allez, petit bonhomme,
murmura-t-elle, massant doucement son minuscule thorax. « Tu n'as pas survécu à tout ça pour abandonner maintenant. » Luna, aussitôt alertée, se redressa sur la table d'examen, ses oreilles pointées vers l'avant, tous ses sens en alerte. Émilie lui présenta le chaton en difficulté. « C'est ton fils, Luna. Il a besoin de ton aide. » Dans un geste qui témoignait d'une compréhension presque surnaturelle, la lynx entreprit de lécher vigoureusement son petit, stimulant sa respiration et sa circulation comme aucun équipement médical n'aurait pu le faire. Émilie observait, fascinée, cette médecine ancestrale à l'œuvre. Progressivement, la respiration du chaton se stabilisa, son petit corps s'affermit et il émit même un faible miaulement qui sonnait comme une affirmation de vie. Luna le poussa alors doucement vers sa mamelle la plus proche, l'encourageant à téter. « Bien joué, maman », félicita Émilie, soulagée. « Tu sais mieux que nous ce dont il a besoin. » Le reste de la nuit se déroula sans incident majeur. Émilie en profita pour prendre quelques photos avec son téléphone, non pas pour les partager, mais pour documenter cette expérience unique à des fins professionnelles. Chaque cliché capturait un aspect différent de cette maternité sauvage transplantée dans un environnement humain. Luna nettoyant ses petits, les chatons tétant avidement, ou simplement la mère veillant sur sa progéniture avec cette attention constante, propre aux grands félins. À l'aube, comme promis, Alexandre revint, accompagné cette fois non seulement de Sophie, mais aussi de Martin Lavigne, le garde de l'OFB, qui apportait avec lui un équipement spécial pour le transport éventuel des animaux. « Comment s'est passée la nuit ?» demanda Alexandre, examinant immédiatement les constantes de Luna. Émilie leur relata les événements, insistant sur l'épisode de détresse respiratoire du 3e chaton et l'intervention salvatrice de sa mère. « Fascinant », commenta Martin en prenant des notes. « Nous avons tendance à sous-estimer l'intelligence et les capacités d'adaptation des animaux sauvages. Avez-vous identifié le braconnier responsable de sa blessure ?» demanda Émilie. Le garde secoua la tête. « Pas encore, mais nous avons lancé une enquête. La région a connu une recrudescence de braconnage ces derniers mois. Des individus qui pensent pouvoir s'enrichir en vendant des parties d'animaux protégés sur le marché noir. C'est révoltant, » murmura Sophie, caressant distraitement le dos de Luna qui, étonnamment, acceptait maintenant le contact d'autres humains que celui d'Émilie, bien qu'avec une certaine réserve. « La bonne nouvelle, » poursuivit Martin, « c'est que votre directeur a finalement accepté de coopérer pleinement. L'histoire de Luna a apparemment touché quelque chose en lui. » Alexandre ricana doucement. Ou peut-être est-ce la perspective de la couverture médiatique positive pour l'hôpital. Moreau a toujours eu le sens des relations publiques. « Médiatique », s'inquiéta Émilie. « Vous ne comptez pas alerter la presse, j'espère ?» Martin eut l'air embarrassé. « C'est déjà fait en quelque sorte. Un de vos collègues a apparemment parlé de l'incident à sa femme, qui est journaliste à la Dépêche du Midi. Elle m'a contacté ce matin pour une déclaration officielle. » Émilie sentit une pointe d'inquiétude. La médiatisation pourrait transformer ce moment intime et extraordinaire en cirque médiatique. Et qu'avez-vous dit ? J'ai confirmé qu'un lynx femelle blessé avait trouvé refuge à l'hôpital et y avait mis bas, que la mère et les petits étaient en observation avant un transfert vers un centre spécialisé. J'ai insisté sur le caractère exceptionnel de l'événement et demandé que l'hôpital ne soit pas perturbé par des curieux. Ça ne les arrêtera pas, soupira Alexandre. Comme pour confirmer ses craintes, le téléphone d'Émilie vibra. Un message de son frère Thomas qui vivait à Toulouse. C'est vrai cette histoire de lynx qui a frappé à la porte de ton hôpital. C'est partout sur les réseaux sociaux. Elle montra l'écran à ses collègues. Voilà, ça commence. Ne vous inquiétez pas, intervint Martin. J'ai posté 2 gardes à l'entrée de l'hôpital. Personne n'entrera sans autorisation. Luna semblait parfaitement indifférente à ses préoccupations humaines. Toute son attention était concentrée sur ces 4 chatons qu'elle surveillait avec une vigilance maternelle constante, même lorsqu'ils étaient dans la couveuse.
Émilie réalisa qu'elle devait organiser son départ imminent. « J'ai besoin de rentrer chez moi, préparer quelques affaires. Le centre est loin ?»« À environ 3 heures de route, » répondit Martin. « Nous avons prévu un véhicule spécialement équipé pour le transport d'animaux sauvages. Il sera là demain matin. »« Je reviendrai dans 1 heure, » promit Émilie, s'adressant plus à Luna qu'à ses collègues. « Repose-toi bien en attendant. » La lynx cligna lentement des yeux, ce que les félinologues interprètent souvent comme un signe de confiance et d'affection. En quittant l'hôpital, Émilie fut surprise de voir déjà un petit attroupement devant l'entrée principale, quelques journalistes, des caméras et des curieux locaux. Les 2 gardes forestiers postés à l'entrée maintenaient fermement la foule à distance. Elle réussit à se faufiler jusqu'à sa voiture sans être reconnue, mais cet intérêt soudain pour Luna la préoccupait. Les animaux sauvages n'étaient pas des attractions de zoo. Chez elle, dans son petit appartement situé en bordure de forêt, Émilie prépara rapidement un sac avec l'essentiel pour quelques jours. Pendant qu'elle rassemblait ses affaires, son téléphone ne cessait de sonner. Collègues, amis, famille, tous intrigués par cette histoire qui semblait s'être propagée à la vitesse de l'éclair. Elle prit finalement le temps de rappeler son frère, lui expliquant brièvement la situation sans entrer dans les détails confidentiels. « C'est complètement dingue cette histoire », s'enthousiasma Thomas. « Tu réalises que tu es en train de vivre un de ces moments dont on parle encore des décennies plus tard. Je réalise surtout que j'ai la responsabilité de 4 vies extrêmement fragiles, » répondit-elle, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Pardon, tu as raison, » s'excusa son frère. « C'est juste que c'est tellement extraordinaire. Un lynx qui choisit délibérément de venir vers les humains pour recevoir de l'aide, ça remet en question tout ce qu'on pense savoir sur les animaux sauvages. Tu ne crois pas ?» Émilie s'arrêta un instant, réfléchissant à cette observation. « Oui, peut-être. Ou peut-être que nous sous-estimons simplement l'intelligence et la capacité d'adaptation des animaux. Luna n'a pas agi comme un animal de compagnie apprivoisé, mais comme un être intelligent capable d'évaluer ses options et de faire un choix calculé. Luna, tu lui as donné un nom ?» Émilie sourit malgré elle. « C'est venu naturellement. Elle est arrivée la nuit, sous la pluie. Luna semblait appropriée. » Son frère rit doucement. « Ma grande sœur, toujours prête à adopter toutes les créatures en détresse. »« Je ne l'adopte pas, » protesta-t-elle. « Je veille simplement à ce qu'elle et ses petits reçoivent les soins nécessaires avant de retourner à la vie sauvage. » Mais même en prononçant ces mots, Émilie savait qu'elle se mentait partiellement à elle-même. Quelque chose de profond s'était créé entre elle et Luna, quelque chose qui dépassait la simple relation soignant-patient. Lorsqu'elle revint à l'hôpital, la situation avait évolué. Le parking était maintenant envahi de véhicules, voitures de presse, camionnettes arborant des logos de chaînes de télévision et même quelques camping-cars apparemment installés pour la durée. L'histoire de Luna était devenue un phénomène médiatique en l'espace de quelques heures. Émilie dut présenter son badge à 3 reprises avant d'être autorisée à entrer dans son propre hôpital. Les gardes forestiers, renforcés par des agents de sécurité privés engagés en urgence par la direction, filtraient rigoureusement chaque visiteur. « Désolé, docteur Beaumont », s'excusa l'un des gardes. « Les ordres sont stricts. Trop de gens essaient d'entrer pour voir le lynx. »« Le lynx n'est pas une attraction touristique, » répondit Émilie, agacée par cette situation. À l'intérieur, l'atmosphère habituellement calme de l'hôpital avait cédé la place à une effervescence inhabituelle. Le personnel semblait plus nombreux que nécessaire, déambulant dans les couloirs avec des prétextes variés, tous gravitant comme par hasard vers le secteur où se trouvait Luna. Dans la salle d'attente des urgences, plusieurs équipes de télévision patientaient, négociant âprement avec l'administration pour obtenir l'autorisation de filmer, ne serait-ce que quelques secondes, de la mère lynx et ses petits.
Émilie trouva le directeur Moreau en grande conversation avec un homme en costume qu'elle identifia comme Henri Dufresne, le maire de Saint-Laurent-du-Bois. Ils interrompirent leur discussion à son approche. « Ah, docteur Beaumont !» s'exclama le maire avec enthousiasme. « La femme du moment. Votre lynx a mis notre petite commune sur la carte. »« Ce n'est pas mon lynx, » corrigea Émilie, « mais une créature sauvage, blessée, qui a besoin de soins et de tranquillité. »« Bien sûr, acquiesça le maire sans conviction. « Néanmoins, vous comprenez l'intérêt que cela suscite. Un lynx qui choisit spécifiquement un hôpital humain pour donner naissance, c'est une histoire qui touche le cœur. » Le directeur Moreau, dont l'hostilité initiale semblait s'être miraculeusement dissipée, ajouta « Nous avons reçu des demandes d'interview de toute la France. France 2 souhaite même faire un reportage spécial. » Émilie sentit la colère monter en elle. « Avec tout le respect que je vous dois, messieurs, nous parlons d'une mère et de 4 nouveau-nés extrêmement vulnérables. Ce n'est pas un événement médiatique, c'est une urgence médicale. » Le maire eut au moins la décence de paraître légèrement embarrassé, mais Moreau persista. « Docteur Beaumont, comprenez que cette publicité positive est inestimable pour l'hôpital. Dans un contexte de restrictions budgétaires constantes, je comprends parfaitement les enjeux, coupa Émilie. Mais ma priorité est le bien-être de mes patients, qu'ils soient humains ou non. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner auprès de Luna. » Elle les laissa planter là, se dirigeant d'un pas décidé vers la salle d'examen 3. En chemin, elle croisa Martin Lavigne qui semblait tout aussi contrarié qu'elle par le cirque médiatique qui se déployait. « Une vraie folie », grommela-t-il en l'accompagnant. « J'ai dû refuser une 20aine de demandes d'accréditation presse ce matin, sans parler des écoles qui veulent organiser des visites pédagogiques. »« Des visites ?» s'étrangla presque Émilie. « C'est une plaisanterie ? » ?»« J'ai tout refusé, bien sûr, mais la pression est forte. Même ma hiérarchie s'y met. Ils voient ça comme une opportunité de sensibilisation à la préservation des espèces. » Ils arrivèrent devant la salle où se trouvait Luna. 2 gardes supplémentaires en gardaient à l'entrée, vérifiant scrupuleusement les identités de chaque personne autorisée à entrer. À l'intérieur, Alexandre et Sophie veillaient, tenant à distance un technicien de laboratoire venu prélever des échantillons sanguins sur les chatons pour analyse. « Il est hors de question que vous perturbiez davantage ces animaux, » insistait Alexandre. « Les prélèvements peuvent attendre leur arrivée au centre spécialisé. » Le technicien, visiblement frustré, se tourna vers Émilie à son entrée. « Docteur Beaumont, peut-être pourriez-vous raisonner votre collègue. Ces analyses sont importantes pour la recherche, et le directeur a donné son accord. » « Alexandre a raison, » trancha Émilie. « Les chatons sont encore trop fragiles pour subir des prélèvements non essentiels. Si le directeur a un problème avec ça, qu'il vienne me voir directement. » Le technicien battit en retraite, non sans murmurer quelque chose à propos de « médecins qui se prennent pour Dieu ». Dès qu'il fut parti, Émilie se précipita vers Luna. La lynx était éveillée, allongée sur le côté pour permettre à ses 4 chatons de téter. Ses oreilles pivotèrent immédiatement vers Émilie, et ses yeux dorés s'illuminèrent d'une reconnaissance qui n'aurait pas dû être possible chez un animal sauvage. « Comment va-t-elle » demanda Émilie à ses collègues, tout en s'agenouillant au niveau de Luna pour examiner sa blessure. « Étonnamment bien, » répondit Sophie. « Elle a mangé un peu de viande crue que Martin a apportée ce matin, et sa plaie cicatrise proprement. Les chatons aussi vont bien, même le petit 3e qui nous inquiétait. »« Elle est extraordinaire, » ajouta Alexandre. « J'ai travaillé avec des félins captifs pendant mes années aux eaux de Beauval, mais je n'ai jamais vu un animal sauvage s'adapter aussi rapidement à la présence humaine, tout en conservant son instinct maternel intact. » Luna émit un léger ronronnement lorsqu'Émilie posa doucement sa main sur son flanc, juste au-dessus de la blessure suturée. La chaleur de son corps, le rythme de sa respiration, la tension de ses muscles,
Tout indiquait une récupération rapide et remarquable. « Le véhicule de transport sera là demain à l'aube », annonça Martin. « J'ai préféré avancer le départ pour éviter la foule. Nous aurons besoin d'une escorte pour sortir discrètement de l'hôpital. » Émilie acquiesça, soulagée par cette décision. Plus tôt nous les éloignerons de ce cirque, mieux ce sera. Comme pour confirmer ses paroles, un flash lumineux les fit tous sursauter. Dans l'entrebâillement de la porte, un photographe avait réussi à se faufiler et à prendre un cliché avant d'être immédiatement maîtrisé par les gardes. Luna se redressa d'un bond, son corps entier tendu, prêt à défendre ses petits. Ses yeux, si confiants quelques instants plus tôt, étaient maintenant emplis d'une méfiance sauvage. Un feulement grave monta de sa gorge, son premier signe d'agressivité depuis son arrivée. « Sortez tous !» ordonna Émilie d'une voix basse mais ferme. « Laissez-moi seul avec elle. » Alexandre hésita. « Tu es sûr ?»« Oui, elle est effrayée, pas agressive. Faites sortir tout le monde et assurez-vous que personne d'autre n'entre. » Lorsque la porte se referma derrière ses collègues, Émilie resta parfaitement immobile, parlant doucement à Luna, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est fini, Luna. Ils sont partis. Je ne laisserai personne vous faire du mal, à toi ou à tes petits. » Progressivement, la posture défensive du lynx se relâcha. Ses oreilles se redressèrent, ses épaules s'abaissèrent. Ses yeux, cependant, restaient vigilants, scannant constamment la pièce comme pour s'assurer qu'aucune autre menace ne se cachait dans les coins. Émilie resta assise par terre à une distance respectueuse, attendant patiemment que Luna retrouve son calme. Les chatons, perturbés par le mouvement soudain de leur mère, avaient commencé à miauler plaintivement. « Tes petits ont besoin de toi », murmura Émilie. « Ils ont faim. » Comme si elle comprenait parfaitement ses paroles, Luna retourna lentement vers ses chatons, s'allongeant à nouveau pour leur permettre de téter. Mais son regard restait fixé sur la porte, et ses oreilles pivotaient au moindre bruit extérieur. Après s'être assurée que la situation était sous contrôle, Émilie rejoignit ses collègues dans le couloir, son visage trahissant une colère froide. « Comment ce photographe a-t-il pu entrer ?» demanda-t-elle à Martin. Le garde semblait tout aussi furieux. « Il a prétendu être un technicien de maintenance. Nous allons renforcer les contrôles. » « Ce n'est pas suffisant, » insista Émilie. « Luna a failli paniquer. Si elle avait attaqué quelqu'un, vous imaginez les conséquences? Non seulement pour la personne blessée, mais pour elle, un lynx agressif serait immédiatement considéré comme un danger public. » Martin hocha gravement la tête. « Vous avez raison. Je vais discuter avec le directeur pour établir un périmètre de sécurité encore plus strict. Et pour accélérer notre départ, » ajouta Émilie, « pouvons-nous partir ce soir plutôt que demain matin ?» Le garde réfléchit un instant. « Le véhicule spécialisé n'arrive que demain, mais je pourrais peut-être trouver une solution alternative pour ce soir. Laissez-moi quelques heures. » Tandis que Martin s'éloignait pour passer ses appels, Émilie se tourna vers Alexandre et Sophie. « Nous devons préparer Luna et les chatons pour un départ anticipé. Sophie, peux-tu rassembler tout le matériel médical dont nous aurons besoin pour le trajet ?» Alexandre, nous aurons besoin d'une cage de transport suffisamment grande et confortable. J'ai déjà contacté la clinique vétérinaire du docteur Fournier, répondit Alexandre. Il nous prête sa meilleure cage de transport pour grands félins. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Émilie acquiesça, reconnaissante. Parfait. Maintenant, nous devons établir des rotations pour que Luna ne soit jamais seule jusqu'au départ. Je prends le premier quart. De retour auprès de Luna, Émilie trouva la lynx plus calme, mais toujours en alerte. Ses instincts sauvages, momentanément éclipsés par la nécessité et l'épuisement, refaisaient surface face aux dangers perçus. C'était à la fois rassurant, Luna n'avait pas perdu sa nature sauvage, et inquiétant, car cela rendrait le transport plus difficile. « Nous allons bientôt partir d'ici », murmura Émilie, s'asseyant sur le sol à quelques mètres de Luna, vers un endroit plus calme
plus adapté pour toi et tes petits, un endroit où personne ne viendra vous déranger avec des flashs et des caméras. Luna semblait l'écouter, ses yeux dorés fixés sur elle avec cette intelligence pénétrante qui ne cessait de la surprendre. Puis, dans un geste qui figea Émilie sur place, le lynx se leva lentement, s'assura que ses chatons étaient en sécurité et s'approcha d'elle. Avec une délicatesse infinie, Luna posa sa tête contre la main d'Émilie, sollicitant un contact qui, selon toutes les règles du comportement animal, n'aurait jamais dû se produire. Ce contact inattendu, cette confiance absolue d'un animal sauvage, provoqua chez Émilie une émotion si intense qu'elle dut lutter pour retenir ses larmes. Avec une infinie précaution, elle caressa doucement la tête de Luna, sentant sous ses doigts la texture dense et soyeuse de son pelage tacheté. « Je te promets que je ferai tout pour vous protéger », murmura-t-elle, la gorge serrée. Luna maintint le contact quelques secondes de plus, puis retourna calmement vers ses petits, comme si elle avait simplement voulu sceller un pacte silencieux entre elles. La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer Martin qui s'arrêta net en voyant la scène. « Ai-je interrompu quelque chose ?» demanda-t-il à voix basse, visiblement impressionné par la proximité entre la femme et le lynx. Émilie se releva lentement. « Non, nous avions juste une conversation. » Elle se tourna vers lui, remarquant son expression. « Vous avez des nouvelles ?»« Bonnes et mauvaises », répondit-il en refermant soigneusement la porte. « La bonne nouvelle est que j'ai pu organiser un transport pour ce soir. Un collègue de l'ONF va nous prêter un véhicule équipé pour le transport d'animaux sauvages. Il sera là dans 3 heures. Et la mauvaise ?» Martin grimaça. Le directeur a organisé une conférence de presse pour 17 heures. Il compte présenter l'affaire comme un miracle de la nature et une réussite exceptionnelle de l'hôpital. Sans nous consulter? C'est insensé. J'ai essayé de l'en dissuader, mais il est inflexible. L'histoire a pris une ampleur nationale. Même les chaînes internationales commencent à s'y intéresser. Émilie secoua la tête, consternée. « Nous devons partir avant cette conférence de presse. Si la nouvelle de notre départ se répand, nous aurons des caméras et des curieux tout le long du trajet. » « C'est précisément ce que je pensais, » acquiesça Martin. « J'ai prévu une sortie par l'arrière de l'hôpital via le quai de livraison des fournitures médicales. Mon collègue nous y attendra à 16h30. » Un plan prenait forme dans l'esprit d'Émilie. « Nous aurons besoin d'une diversion. Quelque chose qui occupe les journalistes pendant que nous sortons discrètement. »« Je pourrais peut-être aider, » proposa Alexandre qui venait d'entrer, poussant devant lui une grande cage de transport sur roulette. Le directeur m'a demandé de participer à la conférence de presse en tant que vétéran respecté de l'équipe médicale. Je pourrais prolonger mes réponses, créer un débat sur l'éthique de la conservation, n'importe quoi qui gagnerait du temps. « Ce serait parfait, » approuva Émilie. « Et cette cage est idéale. Comment as-tu réussi à l'obtenir si rapidement ?»« Le docteur Fournier est un vieil ami, » répondit Alexandre avec un clin d'œil. « Et il se trouve qu'il partage notre préoccupation pour le bien-être de Luna. » La cage était spacieuse, avec un plancher recouvert d'un épais tapis et des parois partiellement occultées pour donner à l'animal un sentiment de sécurité. Des ouvertures stratégiquement placées permettraient à Émilie de surveiller Luna et ses petits pendant le transport sans les déranger. « Maintenant, le plus difficile, » murmura Émilie, regardant Luna qui observait la cage avec méfiance. La convaincre d'entrer là-dedans volontairement. Martin sortit de sa poche un petit flacon. Une légère sédation pourrait être nécessaire. Rien qui affecterait les chatons à travers le lait, mais juste assez pour apaiser son anxiété. Émilie hésita. Elle répugnait à altérer chimiquement l'état de Luna, mais elle reconnaissait aussi la nécessité pratique d'un transport sécurisé. « Donnez-moi d'abord une chance de la convaincre sans sédation. Je crois qu'elle me fait suffisamment confiance. » Martin paraissait sceptique, mais il hocha la tête. « D'accord,
Mais gardons ceci en dernier recours. Les 3 heures suivantes furent consacrées aux préparatifs minutieux du départ. Sophie rassembla les médicaments et le matériel médical nécessaire. Alexandre prépara la cage avec des couvertures imprégnées de l'odeur de Luna pour la rendre plus familière, tandis qu'Émilie restait constamment auprès de la lynx, lui parlant doucement, la préparant psychologiquement au changement à venir. À 16h15, tout était prêt. Le véhicule de l'ONF était arrivé discrètement et attendait au quai de livraison, son moteur tournant au ralenti. Dans le hall principal, le directeur Moreau accueillait déjà les premiers journalistes pour la conférence de presse, totalement ignorant du plan d'évasion qui se déroulait dans son dos. « C'est l'heure », annonça Martin entrant dans la salle avec Sophie. Le couloir est dégagé jusqu'au monte-charge de service. Émilie prit une profonde inspiration, puis s'agenouilla près de Luna qui allaitait paisiblement ses petits. « Luna », murmura-t-elle, sachant pertinemment que le lynx ne comprenait pas ses mots, mais espérant que son ton et son intention passeraient. « Nous devons partir maintenant, pour un endroit sûr, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance encore une fois. » Avec d'infinies précautions, elle commença à déplacer les chatons un par un vers la cage, les installant sur un nid de couverture douce au fond. Luna suivit le mouvement de ses yeux attentifs, ses oreilles dressées en alerte, mais ne fit aucun geste pour intervenir. Lorsque le dernier chaton fut installé, émettant de petits miaulements de protestation, Émilie recula et attendit. Luna regarda ses petits, puis Émilie, puis à nouveau ses petits. Lentement, avec la grâce naturelle propre à son espèce, elle se leva et s'approcha de la cage ouverte. Elle renifla l'entrée, hésitante, ses moustaches frémissant d'incertitude. « C'est ça », encouragea doucement Émilie. « Ils sont juste là, en sécurité. Tu peux les rejoindre. » Avec une dernière regard perçant vers Émilie, comme pour confirmer sa confiance, Luna entra dans la cage d'un mouvement souple et s'allongea immédiatement près de ses petits qui se précipitèrent pour téter. « Incroyable », murmura Martin stupéfait. « En 20 ans de carrière avec la faune sauvage, je n'ai jamais rien vu de tel. » Alexandre referma doucement la porte de la cage, la verrouillant avec des mains tremblantes d'émotion. Et dire que certains prétendent encore que les animaux n'ont pas de conscience. Ils recouvrirent partiellement la cage d'une couverture légère pour minimiser le stress visuel pendant le transport, laissant juste assez d'ouverture pour l'air et pour qu'Émilie puisse maintenir un contact visuel avec Luna. « Allons-y », décida Martin, prenant position à l'avant de la cage à roulettes. « Alexandre, c'est le moment de ta diversion. » Le médecin vétéran hocha la tête et se dirigea vers le hall principal où la conférence de presse était sur le point de commencer. Pendant ce temps, Martin, Émilie et Sophie commencèrent à pousser silencieusement la cage vers le monte-charge. Leur progression à travers les couloirs déserts de l'hôpital ressemblait à une opération clandestine. À chaque intersection, Martin vérifiait que la voie était libre avant de leur faire signe d'avancer. Luna, étonnamment, restait calme dans sa cage, ses yeux fixés sur Émilie comme une encre dans cette situation stressante. Ils atteignirent le monte-charge sans incident et descendirent vers le quai de livraison. À travers les haut-parleurs de l'hôpital, ils pouvaient entendre la voix du directeur Moreau qui commençait son discours pompeux sur l'extraordinaire miracle naturel qui s'était produit entre leurs murs. « Quel hypocrite !» marmonna Sophie. « Il voulait faire euthanasier Luna hier encore. »« L'important, c'est que nous partions, » répondit Émilie, gardant son attention focalisée sur Luna, qui commençait à montrer des signes d'agitation à mesure que les bruits et les odeurs changeaient autour d'elle. Au quai de livraison, un homme trapu en uniforme de l'ONF les attendait à côté d'un fourgon blanc au flanc marqué du logo de l'Office national des forêts. « Pierre Lecomte », se présenta-t-il brièvement, « tout est prêt à l'arrière. Système de ventilation, amortisseurs spéciaux pour réduire les secousses et isolation phonique. » Avec son aide, ils chargèrent précautionneusement la cage dans le véhicule.
L'espace avait été aménagé pour maximiser le confort des animaux pendant le transport, avec des sangles souples mais solides pour maintenir la cage en place sans la secouer. « Je viens avec vous », déclara Émilie, grimpant à l'arrière sans attendre de permission. Martin acquiesça, ayant visiblement anticipé cette décision. « Je conduis. Pierre nous suivra dans ma voiture de service. » Sophie serra brièvement Émilie dans ses bras. « Prends soin d'elle. Et de toi. Appelle-nous dès que vous serez arrivés. » Les portes du fourgon se refermèrent, isolant Émilie et Luna dans un cocon de semi-obscurité percé seulement par la faible lueur d'une lampe à batterie. Le véhicule démarra doucement, s'éloignant de l'hôpital sans attirer l'attention. Tandis qu'il quittait Saint-Laurent-du-Bois, Émilie s'installa confortablement à côté de la cage, glissant ses doigts à travers une des ouvertures. Luna, après un moment d'hésitation, s'approcha et pressa son museau contre cette main familière. « Nous avons réussi », murmura Émilie. « Premier objectif accompli. » Le voyage serait long, 3 heures sur des routes parfois sinueuses, mais pour l'instant, dans ce moment de calme relatif, Émilie se permit de respirer profondément. Luna et ses petits étaient en sécurité, loin des flashs et de l'agitation médiatique. Le fourgon prit de la vitesse sur la route nationale, s'enfonçant dans la campagne française alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon. À l'arrière, bercée par le ronronnement du moteur et la présence rassurante d'Émilie, Luna ferma lentement les yeux, s'accordant enfin un véritable repos après des jours de tension et de douleur. Émilie sortit son téléphone pour le mettre en mode avion, voulant éviter toute perturbation. Avant de le faire, elle remarqua des dizaines de notifications, appels manqués, messages, alertes d'actualité. L'histoire de Luna avait visiblement explosé dans les médias. Par curiosité, elle ouvrit une des alertes et vit une photo floue mais reconnaissable de Luna devant les portes de l'hôpital, prise probablement par un témoin lors de son arrivée sous la pluie. Le titre qui accompagnait cette image la fit sourire malgré elle. « Miracle à Saint-Laurent. Un lynx choisit l'hôpital pour donner naissance. » Sous le sensationnalisme, il y avait une vérité qui ne cessait de l'émerveiller. Luna avait effectivement choisi de faire confiance aux humains dans son moment de plus grande vulnérabilité, défiant tous les instincts de son espèce. « Tu es vraiment extraordinaire », chuchota-t-elle au lynx assoupi. « Et je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as choisi, moi. » Comme pour répondre à cette question non formulée, un des chatons émit un petit miaulement, rappelant à Émilie que dans la nature comme dans la civilisation, les mères feront toujours l'impossible pour protéger leurs enfants. La route serpentait à travers les collines boisées, le fourgon de l'ONF progressant à une allure mesurée pour éviter tout chaos inutile. Dans la pénombre de l'espace de chargement, Émilie maintenait une surveillance constante sur Luna et ses petits. Le lynx s'était rapidement adapté au mouvement du véhicule, restant calmement allongé dans sa cage, attentif aux moindres changements dans leur environnement. « Comment ça se passe là derrière ?» demanda Martin à travers l'interphone reliant la cabine à l'espace arrière. « Étonnamment bien », répondit Émilie. « Luna est d'un calme remarquable pour un animal sauvage en captivité. »« Ce n'est pas un animal ordinaire », commenta Martin. « Je commence à penser que votre théorie n'est pas si farfelue. » La théorie à laquelle il faisait référence avait émergé durant leurs préparatifs de départ. Émilie avait suggéré que Luna pourrait avoir eu des contacts préalables avec les humains. Peut-être avait-elle été brièvement en captivité dans sa jeunesse avant d'être relâchée, ou avait-elle été nourrie par des habitants à proximité des zones habitées. Ça expliquerait beaucoup de choses, acquiesça Émilie, observant Luna qui la regardait avec cette intelligence pénétrante qui ne cessait de la surprendre. Mais pas tout. Même les lynx habitués aux humains ne se comportent pas comme elle. Le voyage se poursuivait sans incident, le fourgon quittant progressivement les zones habitées pour s'enfoncer plus profondément dans les espaces ruraux.
La nuit était presque tombée, et les phares du véhicule découpaient un chemin lumineux à travers l'obscurité grandissante. Émilie vérifiait régulièrement les constantes de Luna et de ses chatons, utilisant une petite lampe frontale pour ne pas les éblouir. Les 4 petits dormaient paisiblement, blottis contre leur mère qui veillait, ses yeux reflétant la lumière comme 2 joyaux d'ambre. « Nous sommes à mi-chemin », informa Martin après environ 1h30 de trajet. « Je vais faire un arrêt technique à la prochaine aire, si ça vous convient. »« Parfait », répondit Émilie, qui commençait à ressentir les effets de ces jours d'intense activité. Le fourgon s'arrêta dans une petite aire déserte, nichée entre les arbres. Martin vint ouvrir les portes arrière avec précaution. « Comment va notre passagère spéciale ?»« Remarquablement bien, » répondit Émilie en descendant prudemment, étendant ses jambes engourdies. « Mais je préfère que les portes restent entr'ouvertes pour que je puisse garder un œil sur elle. » Luna, alertée par l'ouverture des portes, s'était légèrement redressée, ses oreilles pivotant pour capter les sons de l'extérieur. Cependant, elle ne montrait aucun signe de panique, se contentant d'observer avec cette curiosité mêlée de prudence caractéristique de son espèce. Martin tendit à Émilie une thermos de café et un sandwich. « Pierre nous rejoindra dans quelques minutes. Il a dû faire un détour pour éviter un barrage routier. » « Un barrage ?» s'inquiéta Émilie. « Quel genre de barrage ?» Martin grimaça. « Apparemment, les médias ont eu vent de notre départ plus vite que prévu. Quelques journalistes et curieux ont organisé un point de surveillance sur la route principale, espérant nous intercepter. » La nouvelle provoqua un frisson d'inquiétude chez Émilie. Comment ont-ils su quelle route nous prendrions? « Les fuites peuvent venir de n'importe où, » soupira Martin. Un employé de l'hôpital, un agent de sécurité, quelqu'un qui nous a vus partir. L'important est que nous avons pris l'itinéraire secondaire, justement pour éviter ce genre de situation. Émilie jeta un coup d'œil à Luna, qui semblait avoir perçu son anxiété et la fixait intensément. Cette fascination médiatique est malsaine. Luna n'est pas une curiosité de foire. Les gens sont attirés par les histoires qui défient à leur certitude, répondit philosophiquement Martin, un prédateur sauvage qui cherche l'aide des humains, qui établit une connexion émotionnelle, ça remet en question leurs préjugés sur la frontière entre humains et animaux. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Pierre, dont la voiture se gara silencieusement à côté du fourgon. « La route est dégagée pour les 30 prochains kilomètres, » annonça-t-il. « Mais nous avons un autre problème. Des orages sont annoncés sur notre itinéraire, avec possibilité d'inondation locale sur certaines routes secondaires. » Martin déplia une carte routière sur le capot du fourgon éclairé par les phares. « Si nous prenons ce chemin forestier, nous pouvons contourner la zone à risque, mais ça rallongera notre trajet d'au moins 45 minutes. » La sécurité prime sur la vitesse, décida Émilie. Luna est stable, mais je préfère éviter tout stress supplémentaire lié aux intempéries. Ils reprirent la route, désormais sous un ciel lourd de nuages menaçants. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tambouriner sur le toit du fourgon, créant une cacophonie métallique qui fit dresser les oreilles de Luna. « Tout va bien », la rassura Émilie, glissant ses doigts à travers les barreaux pour caresser doucement sa tête. Ce n'est que de la pluie. Le chemin forestier qu'ils empruntaient maintenant était étroit et sinueux, obligeant Martin à ralentir considérablement. La pluie s'intensifiait, transformant la piste en boue glissante. Malgré les amortisseurs spéciaux, le fourgon tanguait parfois brusquement, provoquant des miaulements inquiets chez les chatons. Luna, pourtant, demeurait étonnamment calme, comme si elle comprenait la nécessité de ce périple inconfortable. Elle léchait constamment ses petits, les rassurant à sa manière, tout en gardant un œil sur Émilie, qui lui parlait doucement, une présence stable dans ce chaos mouvant. Soudain, le fourgon s'arrêta avec une secousse plus prononcée.
La voix de Martin résonna à travers l'interphone, tendue mais maîtrisée. Un arbre est tombé en travers de la route. Pierre et moi allons voir s'il est possible de le déplacer. Émilie entendit les portières claquer, puis des voix étouffées par la pluie battante. Luna émit un feulement bas, son premier signe d'inquiétude depuis le début du voyage. « Je sais, » murmura Émilie, « moi aussi je déteste les imprévus. » Après ce qui sembla une éternité, Martin revint, trempé jusqu'aux os. « L'arbre est trop gros pour que nous puissions le déplacer. Nous devons faire demi-tour et trouver un autre chemin. » Le retournement sur l'étroite piste forestière fut une manœuvre délicate qui secoua considérablement le véhicule. Luna, malgré son calme précédent, commença à montrer des signes d'agitation plus prononcés, ses pupilles dilatées dans la pénombre. « Martin, arrête-toi dès que possible », demanda Émilie à travers l'interphone. « Luna devient nerveuse et je préfère la calmer avant qu'elle ne panique. » Ils s'arrêtèrent dans une petite clairière, suffisamment large pour accueillir le fourgon. Émilie ouvrit légèrement la cage de Luna, juste assez pour pouvoir la toucher plus directement, lui parlant constamment d'une voix douce et apaisante. « Tu es la plus courageuse des mères, Luna. Encore un peu de patience. Nous y sommes presque. » Le lynx répondit à sa voix, ses muscles tendus se relâchant progressivement sous les caresses prudentes d'Émilie. Un faible ronronnement monta de sa gorge, ce son si improbable chez un félin sauvage adulte, généralement réservé aux interactions entre mères et chatons. « C'est bien, » encouragea Émilie. « Respire doucement, nous repartons bientôt. » La pluie avait diminué d'intensité et Martin revint avec une nouvelle route tracée sur la carte. « Nous pouvons rejoindre la départementale en passant par ce hameau. Le chemin est plus long mais mieux entretenu. » Ils reprirent leur périple, maintenant accompagnés par le grondement lointain du tonnerre. Luna, apaisée par l'intervention d'Émilie, s'était recouchée auprès de ses petits, mais restait visiblement en alerte, ses oreilles pivotant au moindre bruit. Finalement, après presque 4 heures de voyage, 1 heure de plus que prévu, les lumières du centre de conservation des félins sauvages apparurent au loin, nichés dans un vallon protégé. « Nous y sommes !» annonça Martin avec un soulagement évident dans la voix. Le centre, construit à l'écart des zones habitées, ressemblait à un vaste domaine agricole reconverti. Des bâtiments de pierre rénovés formaient un complexe harmonieux, entouré d'enclos naturels soigneusement aménagés pour reproduire les habitats des différentes espèces accueillies. Malgré l'heure tardive, une équipe les attendait à l'entrée, abritée sous un large auvent. Émilie reconnut parmi eux Claire Dumas, la directrice du centre, une femme d'une 50aine d'années dont la réputation dans le domaine de la conservation des félins sauvages n'était plus à faire. Le fourgon s'arrêta devant un bâtiment désigné comme l'infirmerie et les portes arrière s'ouvrirent sur Claire et 2 assistants en blouse verte. « Docteur Beaumont !» salua Claire en tendant la main à Émilie qui descendait prudemment du véhicule. « Nous sommes honorés de votre présence. Martin nous a tenus informés de votre progression. Comment se porte notre maman lynx ?»« Remarquablement bien compte tenu des circonstances, » répondit Émilie, appréciant le professionnalisme immédiat de son interlocutrice. « Elle s'appelle Luna. » Un sourire chaleureux éclaira le visage de Claire. « Luna, un nom parfait pour une créature nocturne aussi mystérieuse. » Elle s'approcha avec précaution de la cage, observant le lynx qui la fixait avec méfiance. « Martin m'a parlé de votre lien particulier avec elle. C'est tout à fait extraordinaire. » Les assistants commencèrent à décharger précautionneusement la cage, sous la supervision attentive d'Émilie qui ne quittait pas Luna des yeux, lui murmurant constamment des paroles rassurantes. « Nous avons préparé un espace isolé et tranquille dans notre unité de soins intensifs, » expliqua Claire, tandis qu'il transportait la cage vers l'intérieur du bâtiment. Il reproduit partiellement un environnement naturel tout en permettant une surveillance médicale constante. L'espace en question était une grande pièce divisée en 2 parties, une zone médicale équipée de tout le matériel nécessaire
et un enclos naturel aménagé avec des rochers, des troncs d'arbres et une végétation dense qui offrait des cachettes sécurisantes. Le transfert de Luna vers son nouvel espace temporaire fut une opération délicate qui mobilisa toute l'expertise de l'équipe. La cage fut positionnée face à l'entrée de l'enclos aménagé, sa porte alignée avec l'ouverture grillagée qui permettrait à la lynx de découvrir ce nouvel environnement à son rythme. « Nous allons laisser la cage ouverte et nous retirer », expliqua Claire à voix basse. « Les caméras infrarouges nous permettront de surveiller sans perturber. » Émilie acquiesça mais ne put se résoudre à quitter immédiatement les lieux. Puis-je rester quelques minutes ? Luna pourrait être désorientée par ce changement brutal. Claire hésita puis accepta d'un signe de tête. « Bien sûr, mais restons derrière la vitre d'observation. Les premiers moments dans un nouvel habitat sont cruciaux pour établir un sentiment de sécurité. » Elles se retirèrent dans la salle d'observation adjacente, séparées de l'enclos par une grande vitre teintée qui permettait de voir sans être vues. Les autres membres du personnel quittèrent discrètement la zone, laissant Luna face à sa nouvelle réalité. Le lynx resta immobile dans sa cage pendant de longues minutes, humant l'air, ses oreilles pivotant pour capter chaque son de cet environnement inconnu. Puis, avec une prudence infinie, elle s'avança jusqu'à l'ouverture de la cage. Ses yeux dorés balayèrent méthodiquement l'espace, évaluant les menaces potentielles, identifiant les cachettes et les points surélevés. Elle procède exactement comme un lynx sauvage le ferait, murmura Claire, fascinée. Malgré sa connexion évidente avec les humains, ses instincts sont parfaitement intacts. Luna descendit finalement de la cage, ses pattes touchant délicatement le sol couvert de feuilles et d'écorce. Elle explora minutieusement chaque recoin de l'enclos, s'arrêtant parfois pour marquer son territoire, en frottant ses glandes faciales contre une branche ou un rocher. Elle s'approprie l'espace, expliqua Claire. C'est très bon signe. Une fois son inspection terminée, Luna retourna vers la cage où ses chatons attendaient, miaulant faiblement. Avec une délicatesse maternelle touchante, elle commença à les transporter un par un vers une petite alcôve naturelle, formée par des rochers et des branches entrelacées, l'équivalent d'une tanière dans la nature. Elle a choisi l'endroit le plus sûr et le plus isolé, nota Émilie, émue par cette démonstration d'instinct maternel. Exactement où nous pensions qu'elle s'installerait. Le dernier chaton, le troisième, celui qui avait connu des difficultés respiratoires, semblait légèrement plus faible que les autres, ses mouvements moins coordonnés. Luna le porta avec une attention particulière, le léchant plus longuement une fois installé dans la tanière improvisée. « Celui-là m'inquiète », admit Émilie. « Il a déjà montré des signes de détresse respiratoire à l'hôpital. » Claire hocha gravement la tête. « Nous le surveillerons attentivement. Si nécessaire, nous interviendrons, mais toujours en dernier recours. L'intervention humaine doit rester minimale dans ces cas. » Elles observèrent encore quelques minutes, jusqu'à ce que Luna, apparemment satisfaite de l'installation de sa famille, s'allonge à l'entrée de la tanière, positionnée de façon à pouvoir surveiller l'ensemble de l'enclos tout en protégeant ses petits. « Elle peut se reposer maintenant, » dit doucement Claire. « Vous devriez faire de même, docteur Beaumont. Une chambre a été préparée pour vous dans le bâtiment principal. » Émilie réalisa soudain à quel point elle était épuisée. Ces dernières 48 heures avaient été un tourbillon d'émotions et d'actions intenses qui avaient puisé dans ses dernières réserves d'énergie. « Appelez-moi si quoi que ce soit change », demanda-t-elle tandis que Claire la guidait vers sa chambre. « Bien entendu. Mais sachez que Luna est entre de bonnes mains. Notre équipe vétérinaire est en alerte permanente. La chambre, simple mais confortable, offrait une vue sur les enclos extérieurs du centre où d'autres félins, principalement des lynx européens et des chats forestiers, évoluaient dans des espaces naturels soigneusement reconstitués. Malgré son épuisement, Émilie prit le temps d'envoyer un message à Alexandre et Sophie
pour les informer de leur arrivée sans encombre. Dès que sa tête toucha l'oreiller, elle sombra dans un sommeil profond, peuplé de rêves, où des yeux dorés la fixaient avec une intelligence troublante. Le lendemain matin, Émilie fut réveillée par un léger coup à sa porte. Claire l'attendait dans le couloir, un dossier à la main et une expression sérieuse sur le visage. « Bonjour, docteur Beaumont. Bien dormi? Nous avons quelque chose d'intéressant à vous montrer. » Encore engourdie de sommeil, Émilie suivit la directrice jusqu'à un petit laboratoire équipé d'ordinateurs et de microscopes. Un jeune homme en blouse blanche y travaillait déjà, analysant ce qui semblait être des poils. « Voici Thomas Rivière, notre biologiste spécialisé en génétique des populations, » présenta Claire. « Il a fait une découverte surprenante cette nuit. » Le biologiste se leva pour serrer la main d'Émilie. « Nous avons prélevé quelques poils de Luna lors de son transfert, procédure standard pour identification génétique. Mais en examinant leur structure microscopique, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. » Il invita Émilie à regarder dans le microscope. « Voyez-vous cette irrégularité dans la structure médulaire du poil ?» Émilie observa attentivement. « On dirait une déformation due à un changement nutritionnel brutal ?» « Exactement, » confirma Thomas avec un sourire appréciateur. « Ce type de marque se produit généralement lors d'un passage d'une alimentation pauvre à une alimentation riche en protéines ou vice-versa. Chez les félins sauvages, nous l'observons typiquement dans 2 cas, après une période de famine suivie d'une période d'abondance ou lors d'un passage de la captivité à la vie sauvage, compléta Émilie, comprenant soudain l'implication. Claire hocha gravement la tête. Nous pensons que Luna a possiblement été en captivité à un moment de sa vie, probablement jeune. Ces marques datent d'environ 2 ans d'après notre estimation. Cette révélation confirmait les soupçons d'Émilie sur le comportement inhabituel de Luna envers les humains. Mais comment une lynx captive se serait-elle retrouvée dans la nature? Et pourquoi n'est-elle pas répertoriée dans vos bases de données? C'est la question à 1 million d'euros, soupira Claire. Nous avons lancé une recherche dans toutes les bases de données officielles, zoo, centre de réhabilitation, collection privée légale. Rien, ce qui nous amène à une hypothèse troublante. Un trafic d'animaux exotiques, murmura Émilie, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Luna aurait pu être détenue illégalement comme animal de compagnie, puis relâchée ou échappée. Thomas acquiesça vigoureusement. Cela expliquerait son comportement paradoxal, suffisamment habitué aux humains pour chercher leur aide, mais ayant vécu assez longtemps dans la nature pour développer des compétences de survie et des comportements typiquement sauvages. « Il y a autre chose », ajouta Claire en ouvrant le dossier qu'elle tenait. Les examens sanguins préliminaires montrent des traces d'anticorps spécifiques au vaccin domestique contre la rage et la leucose féline, vaccin qu'on n'administre jamais aux félins sauvages en réhabilitation. Cette nouvelle pièce d'information confirmait définitivement la théorie. Luna avait bien été un animal de compagnie avant de retourner à la vie sauvage. « Et la balle qui l'a blessée ?» demanda Émilie. « Avez-vous pu l'analyser ?» Claire sortit une petite boîte transparente contenant un fragment métallique déformé. Munition de petit calibre, probablement une carabine 22 LLR, arme typique des braconniers qui ne veulent pas faire trop de bruit. Nous avons transmis ces informations aux autorités, mais sans témoins. La conversation fut interrompue par l'entrée précipitée d'un assistant vétérinaire. « Docteur Dumas, le 3e chaton montre des signes de détresse respiratoire aiguë. » Sans perdre une seconde, les 3 scientifiques se précipitèrent vers l'unité de soins intensifs. Sur les écrans de surveillance, ils pouvaient voir Luna léchant frénétiquement son petit, qui semblait avoir du mal à respirer, son minuscule corps secoué de spasmes. « Nous devons intervenir, » décida Claire. « Thomas, préparez le matériel d'urgence pédiatrique. Émilie,
Nous aurons besoin de vous pour approcher Luna. » « Moi ?» s'étonna Émilie, soudain intimidée par cette responsabilité. « Vous êtes la seule personne en qui elle a suffisamment confiance. Si quelqu'un peut prendre ce chaton sans déclencher une réaction défensive, c'est vous. » Le protocole d'intervention fut rapidement établi. Émilie entrerait dans l'enclos pendant que 2 vétérinaires resteraient en retrait, prêts à intervenir avec une sarbacane tranquillisante si Luna devenait agressive, solution de dernier recours qu'ils espéraient tous éviter. Vêtue d'une combinaison protectrice minimale pour ne pas effrayer Luna avec une apparence trop différente, Émilie pénétra lentement dans l'enclos, parlant doucement comme elle l'avait fait à l'hôpital. « Luna, c'est moi. Je suis là pour t'aider, pour aider ton petit. » Le lynx leva la tête, ses oreilles se dressant en reconnaissance. Ses yeux dorés se fixèrent sur Émilie, reflétant un mélange de méfiance instinctive et de ce qui semblait être de l'espoir. Émilie progressait avec une lenteur délibérée, chaque pas mesuré, chaque mouvement fluide et prévisible. L'espace entre elle et Luna, quelques mètres à peine, semblait soudain chargé d'une tension électrique. Derrière la vitre d'observation, l'équipe vétérinaire retenait son souffle, sarbacanes tranquillisantes prêtes à l'emploi. « Luna, » continua doucement Émilie, « ton petit a besoin d'aide. Je sais que tu sens qu'il est en danger. » Le lynx se tenait à l'entrée de la tanière improvisée, son corps formant une barrière protectrice entre ses chatons et la menace potentielle qu'Émilie représentait malgré leur lien. Ses muscles étaient tendus, prêts à bondir, mais quelque chose dans son regard, une lueur d'intelligence qui transcendait l'instinct animal, suggérait un conflit intérieur. Émilie s'arrêta à 2 mètres de distance, s'accroupissant lentement pour paraître moins menaçante. « Je ne prendrai que celui qui est malade, Luna, je te le promets. » Comme pour souligner l'urgence de la situation, le chaton émit un miaulement rauque, son petit corps secoué par un spasme. Ce son sembla déclencher quelque chose chez Luna, une décision peut-être, ou un souvenir lointain d'une autre intervention humaine dans sa vie. Dans un geste qui stupéfia tous les observateurs, la lynx s'écarta légèrement, créant juste assez d'espace pour qu'Émilie puisse voir le chaton en détresse. Était-ce une invitation, une capitulation à la nécessité? Émilie n'avait pas le temps de philosopher sur les motivations d'un prédateur sauvage. La vie du petit était en jeu. « J'arrive », murmura-t-elle, avançant avec une précaution infinie jusqu'à la tanière. Luna la suivait des yeux, ses oreilles rabattues en arrière, signe d'anxiété, mais elle ne fit aucun geste pour attaquer. Quand Émilie fut suffisamment proche, elle tendit lentement la main vers le chaton malade. « Doucement », chuchota-t-elle, autant pour Luna que pour elle-même. Tout doux. Ses doigts se refermèrent délicatement autour du minuscule corps tremblant. Le chaton pesait à peine 200 grammes, sa fourrure tachetée encore humide des léchages frénétiques de sa mère. C'est à ce moment critique, alors qu'Émilie commençait à se redresser avec le précieux fardeau, que Luna fit un geste inattendu. Au lieu de s'écarter ou d'attaquer, elle se pencha et lécha une dernière fois son petit, comme pour lui donner sa bénédiction avant le départ. « Je vais prendre soin de lui », promit Émilie, les larmes aux yeux devant ce geste de confiance absolue qui défiait toute explication scientifique. Reculant pas à pas, le chaton serré contre sa poitrine, elle atteignit enfin la sortie de l'enclos. Dès que la porte sécurisée se referma derrière elle, l'équipe médicale s'activa. Bronchospasme sévère, diagnostiqua immédiatement Claire en auscultant le chaton. Probablement une pneumonie bactérienne secondaire à l'aspiration de liquide lors de la naissance difficile. Le petit félin fut rapidement placé dans une couveuse à oxygène portable, pendant qu'un assistant préparait une perfusion miniature adaptée à sa taille. Antibiotiques à large spectre, bronchodilatateur et hydratation, ordonna Claire. Il faut agir vite,
mais avec une extrême précision sur les dosages. Émilie, son rôle de sauveteur accompli, se retrouvait maintenant simple spectatrice de cette course contre la montre. Mais son esprit était partagé. Inquiète pour le chaton, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Luna, seule dans l'enclos, peut-être tourmentée par ce qui pourrait être perçu comme un abandon. « Allez la voir », suggéra Thomas, percevant son dilemme. « Nous nous occupons du petit. Luna a besoin de savoir que vous n'avez pas simplement pris son chaton sans intention de retour. » Cette remarque si humaine dans sa compréhension de la psychologie d'un animal sauvage surprit Émilie. « Vous croyez vraiment qu'elle peut comprendre ça ? » « Après ce que nous venons de voir, » répondit Thomas avec un sourire désabusé, « je ne suis plus sûr de rien concernant les limites de la cognition animale. » Émilie retourna donc à la vitre d'observation, où elle pouvait voir Luna, visiblement agitée, faire les 100 pas devant sa tanière, s'arrêtant parfois pour renifler l'endroit où se trouvait auparavant son petit malade. « Elle est inquiète, » murmura Émilie. Une idée lui vint soudain, audacieuse, peut-être imprudente, mais instinctivement juste. Elle se dirigea vers l'interphone qui permettait de communiquer avec l'intérieur de l'enclos et appuya sur le bouton. « Luna » appela-t-elle doucement. « Ton petit va recevoir des soins. Il est malade, mais nous faisons tout pour le sauver. » La réaction fut immédiate et stupéfiante. Au son de la voix d'Émilie, Luna s'immobilisa, ses oreilles pivotant vers la source du son. Elle s'approcha lentement du haut-parleur, le reniflant avec curiosité. « Elle vous reconnaît, même à travers l'interphone », nota un assistant vétérinaire, émerveillé. Pendant les 2 heures suivantes, tandis que l'équipe médicale luttait pour stabiliser le chaton, Émilie maintint ce contact vocal avec Luna, lui parlant régulièrement à travers l'interphone, lui donnant des nouvelles de son petit dans un monologue qui semblait apaiser le félin. Finalement, Claire réapparut, le visage marqué par la fatigue mais illuminé par un sourire. « Il est stabilisé. La pneumonie est sévère, mais il répond bien aux antibiotiques et sa respiration s'améliore progressivement. »« Va-t-il survivre ?» demanda Émilie, n'osant pas encore célébrer cette victoire précaire. Ses chances sont bonnes maintenant. Il est étonnamment résistant pour un si petit être, un vrai combattant, comme sa mère. Claire observa Luna à travers la vitre, puis regarda Émilie avec une expression pensive. Ce que nous avons vu aujourd'hui, cette communication entre vous deux, c'est sans précédent dans mon expérience. Émilie ne savait que répondre. Elle-même ne comprenait pas totalement ce qui s'était développé entre elle et cette créature sauvage. Peut-être que son passé en captivité explique cette connexion inhabituelle. Peut-être, concéda Claire. Mais je pense qu'il y a plus. Certains animaux semblent capables d'une forme d'empathie interspécifique, la capacité de comprendre et de répondre aux émotions d'une autre espèce. C'est rare, mais documenté. Thomas, qui les avait rejoints, ajouta « Nous avons reçu des nouvelles intéressantes pendant que vous étiez occupés. Un de nos contacts à la gendarmerie a identifié une piste concernant l'origine possible de Luna. » Il leur tendit une tablette montrant un article de journal local datant de 2 ans. Le titre annonçait « Saisie d'animaux exotiques chez un collectionneur clandestin, plusieurs spécimens toujours en fuite. » L'opération a eu lieu à moins de 30 km d'ici, expliqua Thomas. Parmi les animaux non récupérés figurait une jeune femelle lynx roux d'Amérique du Nord, importée illégalement via l'Espagne. Les dates correspondent aux marqueurs biologiques que nous avons identifiés sur Luna. Importée d'Amérique, s'étonna Émilie. Elle n'est même pas native de nos écosystèmes? Non. Et c'est ce qui rend sa survie en milieu sauvage encore plus remarquable, confirma Claire. Le lynx roux est adaptable, mais prospérer dans un environnement non natif, suffisamment pour se reproduire, c'est exceptionnel. Cette révélation jetait un nouvel éclairage sur le comportement de Luna. Elle n'était pas seulement un animal sauvage ayant eu des contacts avec les humains.
Elle était une exilée, une survivante dans un monde qui n'était pas le sien d'origine. « Qu'est-ce que cela signifie pour son avenir ?» demanda Émilie, soudain préoccupée par les implications de cette découverte. Claire soupira. « C'est compliqué. En tant qu'espèce non indigène, elle ne peut pas être simplement relâchée dans la nature française. D'un autre côté, après avoir vécu en liberté, un retour permanent en captivité serait cruel. Il y a peut-être une troisième voie, suggéra Thomas. Nous collaborons avec plusieurs réserves naturelles semi-contrôlées, des espaces suffisamment vastes pour offrir une vie quasi sauvage, mais supervisés pour éviter les impacts écologiques négatifs. Cette possibilité sembla offrir un rayon d'espoir. Luna pourrait connaître une forme de liberté, même si celle-ci devait être encadrée. Un bruit provenant de la salle de soins intensifs interrompit leur conversation, les miaulements du chaton malade, plus forts et plus clairs qu'auparavant. « Il appelle sa mère », constata Claire. « C'est bon signe, mais… » Une idée audacieuse germa dans l'esprit d'Émilie. « Et si nous le ramenions à Luna ?» Pas définitivement, mais pour quelques heures, dans une couveuse spéciale placée dans l'enclos. Elle pourrait le voir, sentir sa présence, comprendre qu'il est vivant. Claire et Thomas échangèrent un regard incertain. « C'est risqué », commença Claire. « Pas plus que de laisser Luna s'inquiéter au point de négliger ses autres petits, » argumenta Émilie. « Les félidés sont sensibles au stress maternel. Si Luna reste anxieuse trop longtemps, cela pourrait affecter toute la portée. » Après délibération, l'équipe conçut un plan. Une couveuse modifiée, équipée d'ouvertures permettant à Luna de voir et sentir son petit sans pouvoir le sortir, serait placée dans l'enclos. Un système de surveillance permanent permettrait d'intervenir au moindre signe de problème. C'est une première dans nos protocoles, admit Claire, mais cette situation entière est sans précédent. Tandis que les préparatifs se poursuivaient, Émilie retourna à l'interphone. « Luna, nous allons te ramener ton petit. Il est encore malade, mais tu pourras le voir, tu comprends ?» Le lynx, qui s'était allongé près de ses 3 autres chatons, redressa vivement la tête, ses yeux dorés fixés sur la source de la voix, avec une intensité presque dérangeante. Le moment de vérité arriva en fin d'après-midi. La couveuse spéciale, soigneusement modifiée pour permettre contact visuel et olfactif tout en maintenant le chaton dans un environnement médicalement contrôlé, était prête. L'équipe vétérinaire avait installé un système de surveillance sophistiqué, avec caméras thermiques et capteurs biométriques pour suivre les constantes vitales du petit malade sans intervention humaine directe. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça vous-même » demanda Claire à Émilie, tandis qu'elle se tenait devant la porte sécurisée de l'enclos. Émilie hocha fermement la tête. « Luna m'a fait confiance pour prendre son petit. Elle doit me voir le lui ramener. » Tenant la couveuse portable où le chaton reposait, entouré de tubes et capteurs miniaturisés, Émilie pénétra une nouvelle fois dans le territoire de Luna. Le lynx se tenait au centre de l'enclos, parfaitement immobile, mais vibrant d'une tension évidente, ses yeux fixés, non pas sur Émilie, mais sur la boîte transparente qu'elle portait. « Regarde, Luna », dit doucement Émilie en s'agenouillant pour placer la couveuse à hauteur des yeux du félin. « Ton petit est revenu. Il est encore malade, mais il se bat. » Luna s'approcha avec une prudence calculée, son museau frémissant pour capter l'odeur de son chaton à travers les petites ouvertures aménagées dans la couveuse. Quand elle fut certaine de l'identité de l'occupant, elle émit un son étrange, ni miaulement ni grognement, mais quelque chose d'intermédiaire, un appel maternel reconnaissable par-delà les barrières des espèces. Le chaton, comme en réponse, s'agita légèrement dans son nid médical, tournant sa minuscule tête vers la source de la voix familière. « Il te reconnaît », murmura Émilie, émue par cette démonstration d'un lien qui défiait les obstacles physiques. « Il sait que tu es là. » Avec des gestes lents et précautionneux,
Émilie installa la couveuse à l'endroit désigné par l'équipe, suffisamment proche de la tanière pour que Luna puisse maintenir un contact visuel constant avec son petit malade, mais assez accessible pour permettre une intervention rapide si nécessaire. « Je reviendrai le voir régulièrement », promit Émilie, en reculant doucement. « Et toi aussi, Luna. Je ne vous abandonne pas. » Les jours qui suivirent établirent une routine inhabituelle mais fonctionnelle. Luna avait réorganisé sa tanière pour pouvoir surveiller simultanément ses 3 chatons en bonne santé et celui dans la couveuse médicale. L'équipe vétérinaire intervenait 2 fois par jour pour des soins et des traitements, toujours en présence d'Émilie, qui servait de médiateur entre les humains et la mère lynx. Contre toutes attentes, le petit patient répondait remarquablement bien au traitement. Sa respiration s'améliorait progressivement, ses périodes d'éveil s'allongeaient et son appétit revenait. « C'est presque miraculeux », commenta Claire lors d'un examen au 7e jour. La proximité de sa mère semble accélérer sa guérison d'une manière que la science peine à expliquer. Le comportement de Luna évoluait également. Bien qu'elle restât méfiante envers la plupart des humains, sa tolérance s'était étendue au-delà d'Émilie, pour inclure Claire et Thomas, qu'elle acceptait maintenant dans son espace, sans manifestation d'agressivité. Cette évolution posait de nouvelles questions sur son avenir. « Nous sommes face à un dilemme », expliqua Claire lors d'une réunion avec l'équipe de conservation et les représentants de l'Office français de la biodiversité. Luna n'est pas une candidate pour la réintroduction en milieu naturel français. En tant qu'espèce non indigène, cela poserait des problèmes écologiques. Mais elle n'est clairement pas adaptée à une vie en captivité traditionnelle non plus. Émilie, invitée à cette réunion en tant que lien privilégié avec Luna, écoutait attentivement les propositions. La plus prometteuse venait d'une réserve naturelle privée dans les Cévennes, un vaste territoire clôturé mais minimal dans ses interventions humaines, où d'autres félins sauvages, non relâchables, vivaient dans des conditions proches de la nature. Luna et ses petits y auraient plusieurs centaines d'hectares pour évoluer librement, expliqua le représentant de la réserve. Avec une surveillance discrète et des interventions uniquement en cas d'urgence médicale. Cette solution semblait offrir le meilleur compromis, mais une question restait en suspens, la séparation inévitable entre Émilie et Luna. Bien que professionnellement, Émilie comprenait la nécessité de cette distance. Émotionnellement, la perspective de quitter définitivement cette créature extraordinaire qui avait bouleversé sa vie était douloureuse. Le 15e jour marqua un tournant décisif. Le chaton malade, désormais nommé Orion par l'équipe, en lien avec Luna, sa mère céleste, fut jugé suffisamment rétabli pour rejoindre ses frères et sœurs dans la tanière. La procédure, soigneusement planifiée, serait la dernière interaction directe avant le transfert de la famille vers la réserve des Cévennes, prévue pour la semaine suivante. « Vous devriez être celle qui lui rend sa liberté complète », suggéra Claire à Émilie. « Boucler la boucle, en quelque sorte. » C'est ainsi qu'Émilie se retrouva une dernière fois dans l'enclos de Luna, portant Orion désormais libéré de ses tubes et capteurs. Le petit félin, bien qu'encore légèrement plus frêle que ses frères et sœurs, s'agitait avec vigueur dans ses mains, impatient de retrouver sa famille. Luna les observait depuis l'entrée de sa tanière, attentive mais détendue, comme si elle avait compris que ce moment représentait la fin d'une épreuve et le début d'une nouvelle phase. « Voilà, Luna », dit doucement Émilie en s'agenouillant à distance respectueuse. « Orion est guéri. Il peut rentrer à la maison maintenant. » Elle déposa délicatement le chaton sur le sol, à mi-chemin entre elle et Luna. Le petit félin hésita un instant, puis, guidé par l'odeur et la vision de sa mère, se mit maladroitement en mouvement vers elle. Ce fut un moment d'une beauté poignante. Ce minuscule être, qui avait lutté si courageusement contre la mort, parcourant seul les derniers mètres vers sa famille, tandis que sa mère l'encourageait par de doux sons gutturaux.
Quand enfin Orion atteignit Luna, celle-ci l'enveloppa de ses pattes avant, le léchant vigoureusement comme pour effacer toute trace d'intervention humaine, avant de le guider vers la tanière où ses frères et sœurs l'attendaient. Émilie savait qu'elle devait partir maintenant, laisser cette famille reconstituée retrouver son intimité. Pourtant, elle resta immobile quelques instants, gravant cette image dans sa mémoire. C'est alors que Luna fit quelque chose d'inattendu. Après avoir installé Orion avec les autres chatons, elle revint vers Émilie, s'arrêtant à quelques pas. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, or contre bleu, félin contre humain, deux mères à leur façon, l'une biologique, l'autre adoptive temporaire. Dans ce regard, Émilie crut lire toute la complexité de leur relation extraordinaire, reconnaissance, confiance, mais aussi la compréhension mutuelle que leur chemin devait maintenant se séparer. Luna était et resterait une créature sauvage, malgré son passé en captivité et cette parenthèse de collaboration interspécifique. « Au revoir, Luna », murmura Émilie, la gorge serrée par l'émotion. « Prends soin d'eux. » Comme si elle avait compris, Luna cligna lentement des yeux, ce geste que les félidés réservent à ceux qu'ils considèrent comme non menaçants, presque comme un signe d'affection. Puis elle se détourna gracieusement et retourna vers sa tanière, vers l'avenir qui l'attendait, elle et ses petits. 6 mois plus tard, Émilie se tenait sur une plateforme d'observation camouflée dans la réserve des Cévennes. L'été touchait à sa fin, et la forêt commençait à se parer des teintes flamboyantes de l'automne. À travers ses jumelles, elle observait une scène qui réchauffait son cœur. Luna, majestueuse dans son pelage tacheté, guidant ses 4 chatons devenus de jeunes adolescents féroces à travers une clairière ensoleillée. Orion, facilement identifiable par sa démarche légèrement asymétrique, séquelle de sa pneumonie néonatale, était devenu le plus aventureux de la portée, souvent en tête lors des explorations. La petite femelle, nommée Stella par l'équipe, restait proche de sa mère, tandis que les 2 autres mâles développaient déjà les comportements territoriaux qui les préparaient à leur future indépendance. Ils s'adaptent remarquablement bien, nota Thomas qui l'avait accompagné pour cette visite trimestrielle de suivi. Les données des colliers émetteurs montrent qu'ils explorent de plus en plus loin. Émilie sourit, un mélange de fierté et de douce mélancolie dans le cœur. Sa carrière avait pris un tournant inattendu suite à l'aventure avec Luna. Elle partageait maintenant son temps entre l'hôpital et le centre de conservation, développant un programme novateur sur les interactions entre faune sauvage et médecine humaine. « Pensez-vous qu'elle se souvient de vous ?» demanda Thomas, observant la direction du regard de Luna qui semblait fixé vers leur cachette pourtant invisible. « Peu importe, » répondit Émilie avec sérénité. « Ce qui compte, c'est qu'elle soit libre de vivre selon sa nature. » Mais dans son fort intérieur, en voyant Luna s'arrêter brièvement pour fixer leur direction avant de disparaître dans les sous-bois avec sa famille, Émilie savait. Certains liens transcendent les barrières des espèces et du temps, non pas comme une domestication ou une humanisation, mais comme une reconnaissance mutuelle entre 2 êtres qui, l'espace d'un moment suspendu, avaient partagé une confiance qui défiait toute explication. Le miracle n'était pas qu'un lynx ait frappé à la porte d'un hôpital, mais que 2 mondes habituellement séparés aient trouvé, dans la vulnérabilité partagée, un langage commun.